nos pensées portées par la vibration de nos émotions ont un impact dans le futur, c'est-à-dire qu'elles sélectionnent un futur possible qui va effectivement chercher à se brancher dans le présent, et ça va se traduire par des synchronicités ou par le passage du kairos. On a le plaisir d'accueillir Philippe Guillemant, ingénieur physicien français du CNRS qu'on avait déjà interviewé, diplômé de l'École centrale de Paris, auteur notamment de La route du temps, du grand virage de l'humanité, d'autres livres et du dernier, La physique du futur lumineux, dialogue entre artisans d'une science plus humaine. Bonjour Philippe Guillemant. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, on a parfois l'impression... alors on reviendra sur ce livre plus longuement, hein, c'est une interview plus courte qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de Décrypte, on reviendra plus longuement, mais j'ai envie de donner aussi envie de lire ce bouquin, parce qu'il est aussi, comment on peut dire, est-ce qu'on peut utiliser le mot optimiste? En tout cas, il entrevoit d'autres futurs possibles, alors qu'on a parfois l'impression actuellement que le futur est figé, et que tout est écrit, et que le pire va advenir. Et dans le cadre, nous, de Kairos, on reviendra aussi sur la raison et sur ce que veut dire le terme Kairos, sur lequel vous revenez énormément dans le livre. On peut être optimiste, on peut envisager d'autres futurs aujourd'hui, malgré la situation où on a l'impression d'être étouffé par des informations médiatiques qui sont de pire en pire et qui restent les mêmes toujours. Oui, tout à fait. En fait, dans mon précédent livre, Le grand virage de l'humanité, j'interprète la crise depuis le Covid comme le signe d'un très grand changement dans le futur. C'est-à-dire qu'un nouveau futur a commencé à s'installer dans le futur. Ça part de la théorie de la flexibilité de l'espace-temps que j'ai publiée, je ne vais pas développer ça. Et donc un ancien futur est en train de disparaître. Et le fait que, et les signes de ça sont le fait qu'on a traversé durant le Covid 3 phases. Une première phase avec beaucoup d'anomalies, de coïncidences étranges. Une seconde phase qui a été le confinement, où une décision très importante a été prise, des décisions très importantes. Et une troisième phase qui a vu tout ce tas de mesures totalement absurdes qui ont abouti finalement à des échecs. Et ce que j'ai interprété comme étant la résistance de l'ancien futur, on va dire, transhumaniste. Voilà, ça part de cette idée-là. Et depuis 2020, depuis même l'année dernière, tout confirme ce scénario, c'est-à-dire que toutes les tentatives d'imposer un nouvel ordre mondial, etc., qui est basé sur la monnaie numérique, le contrôle numérique, et qui vise à nous emmener petit à petit à l'horizon 2030 vers une nouvelle société transhumaine, etc. Toutes ces tentatives s'avèrent être des échecs, au point qu'on est arrivé à une scission géopolitique majeure aujourd'hui, à travers la guerre en Ukraine et les accords qu'il y avait au niveau globaliste pour nous emmener vers cette société de contrôle. Ils sont tombés, ils sont tombés par terre, puisque donc, comme vous le savez, les Chinois, les Russes ont décidé d'abandonner ce plan et de faire cavalier seul, et de dire que non, on ne va plus vers une société globaliste, mais on va vers un monde multipolaire. Et donc l'Occident ce qui mène l'Occident depuis des décennies, hein, donc appelons-le l'État profond, appelons-le tout ce qu'on veut, etc., face à l'échec de ces tentatives de nous emmener vers cette nouvelle monnaie et ce nouveau système, et c'est de nouveaux moyens, la résurgence du réchauffement climatique, par exemple, parce que le CO2 serait effectivement et fait partie des moyens de contrôle globalistes. Et en dernier ressort, comme rien ne marche, la guerre est toujours la solution ultime, et même la guerre ne marche pas, puisque la guerre en Ukraine n'a pas atteint ses objectifs. Et voilà, et bon, aujourd'hui ça continue sur d'autres
d'autres flancs. Et bon, de toute façon, lors d'un grand changement de paradigme, il est normal qu'on traverse un abîme qui correspond justement à la disparition de l'ancien, on va dire son. Bon. Et donc il y a lieu de ne pas s'alarmer de ce qu'il se passe dans la mesure où c'est un processus inévitable, et ceci d'autant plus que, comme je le rappelle souvent, nous créons notre futur par nos pensées portées par la vibration de nos émotions, et c'est donc fondamental de ne pas sombrer dans la peur. La peur est entretenue par le système pour nous emmener, pour ramener ces plans. Et voilà. Justement, Philippe Guillemont, est-ce qu'on peut dire que l'expression, comme on dit, broyer du noir, est-ce que ça provoque les causes que cette pensée annonce? C'est-à-dire dire ça, c'est foutu, ça ne va pas. On pourrait dire que ce type de conscience-là crée, on parle de prophétie autoréalisée, mais en fin de compte, fait advenir ce futur horrible dont on a peur sans arrêt. Oui, si on se laisse dominer par cette peur, si on finit par croire qu'on est dans la fin du monde, si on finit par accepter l'idée que tout va s'effondrer, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de germe d'un nouveau monde, bien effectivement, c'est autoréalisateur. Et donc effectivement, c'est le moyen. C'est pour ça que tout notre système de gouvernance, y compris les médias, sont à fond dans le fait de cultiver la peur, parce que c'est le seul moyen qui leur reste pour nous ramener vers l'ancien futur, hein, c'est-à-dire la société de contrôle globaliste. Alors comment faire la part des choses à ce niveau-là? Comment peut-on être lucide parce que ça va pas bien. Ça va très bien. Ça va très bien parce que ce qui ne va pas bien a été prévisible. Okay. Ce qui ne va pas bien. Et en plus, ça ne va pas dans le sens. La guerre ne va pas dans le sens, puisque, bon, effectivement, les globalistes veulent une guerre qui se généralise au niveau mondial parce que c'est la seule solution pour eux de s'en sortir. Il faut quand même bien comprendre qu'ils sont dans une situation de panique, hein, puisqu'il n'y a rien qui marche dans leur plan, entre guillemets. Hein. Il y a pas, et donc, c'est un peu le dernier ressort. Bon. L'élite globaliste a peur? Oui, moi je pense que c'est une situation de panique. C'est-à-dire, je dis souvent en conférence, les marionnettes font n'importe quoi parce que les marionnettistes sont en panique, voire ont disparu. On se demande même si les marionnettistes existent encore. C'est la raison pour laquelle tous nos dirigeants font n'importe quoi. Enfin, regardez ce qui se passe en Europe. Bon, ben, je n'ai pas à mettre de détails là-dessus. Moi, je regarde les choses positives. Les choses positives, c'est ce que, avant 2020, je voyais advenir. C'est sur ce sur quoi je travaille depuis 12 ans, 14 ans même. Donc, c'est le fait que nous sommes indéniablement, depuis même avant la crise, dans un immense changement de paradigme, une transformation complète de notre vision du monde, de la vision du monde de l'humain, du terrien. Est-ce qu'on pourrait dire, Philippe Guillemont, qu'on est dans le kéros? Rappelons hein, que le kéros, c'est une possibilité, c'est le moment opportun, c'est une possibilité de bifurcation. Oui. C'est symboliquement un dieu grec qui n'a sur la tête qu'une touffe de cheveux. Et disons, quand on voit passer le kéros, soit on ne le voit pas passer, soit on l'ignore, soit on saisit l'opportunité. Est-ce qu'on peut dire qu'avant la crise du Covid, on était plus dans le 1 et le 2, c'est-à-dire on ne le voit pas ou on fait semblant de ne pas le voir, et que maintenant, au niveau des consciences, des gens se réveillent malgré que les médias continuent à nous faire croire que la plupart des gens sont endormis? Est-ce que le kéros est là? Avant 2020, on ne voyait pas comment on pourrait empêcher l'avenir transhumaniste, mais qui ne serait toutefois pas arrivé à cette vitesse-là, puisque aujourd'hui, on essaye de nous l'imposer en vitesse accélérée. On ne voyait pas comment, disons que dans un processus évolutif qui ne remet jamais en question des choses au niveau systémique, que ce soit la monnaie, la consommation, etc., on allait nécessairement traverser l'horizon transhumaniste, mais à l'horizon 2030. Donc il y a eu comme un processus accéléré qui a voulu s'imposer pour résoudre le problème de l'effondrement financier, et ça a été un échec sur toute la ligne.
Et donc, moi, j'ai interprété cet échec comme le fait qu'on ne va plus vers le transhumanisme, mais vers une société beaucoup plus où l'humain s'éveille à la véritable dimension de sa réalité. Et il y a énormément de signes de ça. Il y a le fait que les scientifiques rejettent de plus en plus le matérialisme, que effectivement la physique nous invite à voir le monde de manière complètement différente. De manière complètement différente. Il y a le fait qu'aujourd'hui on découvre que les expériences de mort imminente, par exemple, ce sont des réalités qui ne peuvent pas s'expliquer autrement que en considérant la conscience comme non produite par le cerveau. Il y a aussi toutes ces réalités perçues par les expériences chamaniques. Il y a aussi le fait que de tous ces résultats scientifiques, puisqu'ils se sont accumulés depuis des décennies, sur la vision à distance, sur la vision du futur, sur la synchronicité, la télépathie. Aujourd'hui, on sait que dans les services secrets, on embauche des espions psychiques. Il y a les résultats scientifiques concernant le fait qu'on a découvert des myriades de planètes potentiellement habitables, avec un paradoxe de Fermi qui, normalement, devrait impliquer que nous serions visités. Et bon, les médias mainstream le nient, mais en réalité, nous sommes visités, puisqu'aujourd'hui, il y a des dossiers qui sortent aux États-Unis et le phénomène OVNI est comme en tant que technologie, non pas humaine, mais une technologie maîtrisée par des visiteurs, est avéré aujourd'hui. C'est quelque chose qui est devenu officiel. Et en plus, la physique nous permet aujourd'hui de comprendre cette technologie qui est fondée sur cette nouvelle ontologie quantique. Voilà, il faut regarder. Il se passe dans le monde des choses extrêmement importantes en ce moment, donc ça nous invite à nous élever et regarder ça de manière plus élevée. Donc, regarder la dimension cosmique, d'accord, c'est-à-dire que l'homme est en train de s'éveiller non seulement à la véritable nature de sa réalité, mais à la véritable nature de l'humain en connexion avec l'extérieur. Ça, c'est fondamental. D'accord? Donc, nous sommes visités, nous sommes contrôlés depuis l'extérieur. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de souci à se faire pour le nucléaire, etc., etc. Il y a tout un tas d'informations qui sont clairement ressorties. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, mais c'est assez intéressant. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce réveil, par exemple, on peut dire que des éléments qui paraissent sans importance peuvent en tout cas être les signes. On pense à ces étudiants de Paris Biotech qui avaient fait un discours fabuleux devant leur prof qui devait être médusé. Je ne sais pas si vous avez vu ça, en disant qu'ils ne voulaient plus suivre ce modèle-là. Et on voit de plus en plus comme ça de gens qui essaient de créer un moment médiatique où ils disent mais on veut plus de ce monde, en fait. Et on a l'impression que le rôle des médias est plus que jamais de dire de cacher ce réveil aujourd'hui. Exactement. Parce que les médias, on voit bien qu'ils sont contrôlés par les mêmes. Ils sont contrôlés par qui contrôle au final. Est-ce que c'est la CIA? Est-ce que c'est, on ne sait pas trop, mais on voit bien que tout cela, c'est quelque chose qui est. Cette géopolitique mondialiste est forcément, effectivement, gouvernée par un petit nombre de personnes qui sont à l'origine de cette politique. Bon, le pouvoir financier, on sait qu'il est détenu seulement par quelques mains. Donc, voilà, bon, on n'a pas besoin de savoir exactement qui est à l'origine de tout ça. On a simplement besoin de comprendre qu'ils sont dans un paradigme qui aujourd'hui est devenu complètement désuet. Alors, il faut quand même signaler qu'il n'y a pas que ces belles révélations aussi, mais il y a aussi toutes les révélations effrayantes que nous allons devoir traverser, parce que la traversée d'un abîme, ça commence par les révélations effrayantes. Et aujourd'hui, on le voit à travers la pédophilie des les réseaux pédophiles, ouais. Les massacres de millions d'enfants, la sexualisation des enfants en bas âge, la destruction de la famille, la destruction du couple homme-femme. On voit bien que ce qui est à l'œuvre, c'est quelque chose qui n'est pas humain. Voilà, et qui n'est pas crédible non plus, parce que comment voulez-vous changer l'humain à une telle vitesse? Ça prouve bien qu'il y a une réaction de panique et que toutes les... Bon, moi, je suis obligé d'être optimiste devant
cette décrédibilisation totale de tout ce qui peut nous conduire vers une société transhumaine. C'est-à-dire que on veut tellement nous imposer rapidement des choses absolument effrayantes. Je veux dire, il faut un siècle pour diriger cette idée que le couple homme-femme, par exemple, ne devrait plus exister. Il ne faut pas seulement... L'hétéronormativité, comme ils l'appellent. Voilà, donc ça m'apparaît tellement hallucinant que pour moi, c'est juste un processus d'autodestruction qui est à l'œuvre. C'est l'autodestruction d'un avenir transhumain qui est à l'œuvre et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste devant des choses qui peuvent paraître pourtant effrayantes. Alors le phénomène d'intrication de libre arbitre est très important, je veux dire, c'est pas le même, hein. Est très important dans votre livre. Nos vies, nos choix ont des influences sur les autres. C'est marrant parce que j'avais pas de terme pour le nommer, mais je pensais toujours ça. Par exemple, quand on met un être vivant, un enfant au monde, ça change la vie de milliers, peut-être de centaines de milliers d'êtres par rapport à tous les choix qu'il va faire. Et donc, ce côté optimiste, c'est aussi ça, c'est que, je vous cite, hein, par rapport aux choix qu'on peut faire, car ces changements d'univers ne peuvent avoir lieu s'il n'y a pas d'intrication entre les événements. Par exemple, si je change d'univers et ne rencontre donc plus quelqu'un que j'aurais normalement dû rencontrer, alors Oui. l'univers de cette personne change également. Nous étions liés dans le futur par un parcours commun, et nous ne le sommes plus à cause de mon choix. Ce choix a donc eu un effet à distance sur la vie de cette personne, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés. C'est tiré de la physique quantique, un peu du fait que deux particules peuvent s'inter-influencer sans avoir de rapport spatial, ou en tout cas sans être liées. Oui. Et c'est très intéressant de lier ça aux rapports humains, en fait, puisque les choix qu'on va faire eux-mêmes, je dirais, je pensais au fait d'avoir créé le journal Kéros, ça a sans doute changé la direction de beaucoup de personnes, et aussi là-dedans, à quel point l'information est importante, justement. Oui, les choix qu'on peut faire à un niveau individuel peuvent avoir un impact beaucoup plus considérable que ce qu'on peut imaginer dans un contexte purement causal. Donc là, vous faites référence à la théorie effectivement du multivers quantique, et c'est qui est, alors selon mon interprétation, c'est le multivers entier nous appartient. Le multivers entier appartient à la conscience, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans des univers, on n'est pas sur des univers séparés, mais on est sur des potentialités de réalisation multiples. Et selon cette interprétation, le phénomène d'intrication s'interprète comme effectivement lié à un changement d'univers, c'est-à-dire que, et à l'heure actuelle, au niveau collectif, nous sommes dans un changement d'univers, nous allions vers un univers, vers un futur transhumaniste. Aujourd'hui, nous allons vers un futur où nous allons petit à petit aller vers le contact avec la dimension cosmique. Mais le futur n'existe pas, Philippe. Est-ce qu'on peut dire que le futur n'existe pas, que plusieurs futurs coexistent? Le futur existe, mais il se modifie en permanence en se reconfigurant selon d'autres possibilités du multivers. Et de même que l'œuvre d'un petit nombre d'individus peut avoir un impact à l'échelle globale, l'œuvre qui est en train d'être réalisée, c'est pour ça que j'accorde de l'importance à la dimension cosmique, c'est parce que le choix fait par les humains sur la Terre a un retentissement considérable au niveau cosmique. Donc c'est la raison pour laquelle on est, oui, on est quand même un peu, on n'est pas seul. Voilà, mais je ne vais pas trop développer cette affaire-là parce que je sais que tout le monde n'est pas éveillé à cette réalité. Donc le multivers, vous le dites, c'est un territoire des possibles. Le multivers, c'est un territoire des possibles à l'intérieur duquel nous avons collectivement ou individuellement une trajectoire qui existe déjà, qui est déjà réalisée dans le futur, un peu à la manière d'un GPS qui nous indique le parcours à suivre. Et pour revenir, avant de terminer, puisqu'on avait dit qu'on ferait court cette fois-ci, l'intrication, ce que des gens peuvent avoir du mal à comprendre, c'est qu'elle implique l'absence de causalité. C'est des causes futures, des causes qui sont dans le futur, en fait. C'est le fait que dans le présent, on a une action qui va modifier le futur et qui va revenir vers le présent pour modifier. C'est un peu ça. C'est dur à expliquer ou je me trompe? Oui, disons que c'est la façon la plus simple de l'expliquer, mais bon, en même temps, elle n'est pas facile à accepter. Alors, on peut aussi invoquer simplement
une influence de l'extérieur, depuis l'extérieur de l'espace-temps, mais là c'est peut-être encore plus difficile à accepter. Donc moi j'ai présenté ça depuis très longtemps dans mon premier la route du temps en disant que nos pensées portées par la vibration de nos émotions ont un impact dans le futur, c'est-à-dire qu'elles sélectionnent un futur possible qui va effectivement chercher à se brancher dans le présent et ça va se traduire par des synchronicités ou par le passage du kairos. Voilà, ce qui revient Euh, au même, puisque le fameux kairos. le- L'être humain est sans doute encore trop baigné dans la science avec un grand S pour entrevoir ça, mais ça se La fait science, progressivement. la science a beaucoup évolué. Ce sont les médias qui nous continuent de nous présenter la même science que selon le paradigme d'il y a plusieurs décennies, mais la science a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les physiciens ne croient plus dans le matérialisme. C'est la physique qui nous invite de plus en plus à aller vers la spiritualité. Regardez les grands physiciens français, ils y sont ouverts. Donc c'est juste un problème qu'on a avec nos médias qui ne font plus leur travail de transmission de l'information scientifique et technique. Voilà. Évidemment, au niveau de l'intrication, on peut dire que l'état profond, ou comme on veut l'appeler, le pouvoir dominant, cette minorité, veut tout faire pour nous isoler. Et justement que dans l'idée d'intrication, il faut créer du lien sans arrêt parce que c'est ce lien, cette discussion avec l'autre, ce rapport qui permet justement de choisir un futur souhaitable. Exactement, l'intrication nous invite à créer du lien parce que c'est comme ça que l'intrication se propage, c'est comme ça que un individu peut avoir un effet considérable. C'est effectivement, ça fait intervenir la mise en lien et donc je ne peux que c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui pour résister. Enfin, résister. Il n'y a pas besoin de résister puisque c'est un mouvement globaliste qui est en train de s'effondrer. Il suffit de se mettre dans les gradins et d'assister à l'effondrement. Mais comme il est bon d'agir parce que sinon après on entretient la peur, donc agir pour aller vers le nouveau, ça consiste à procéder à de la mise en lien, c'est-à-dire se mettre en lien avec toutes les personnes qui ont cette nouvelle compréhension et essayer de créer quelque chose de nouveau. Ça peut être de nouvelles monnaies, ça peut être de nouveaux rapports, ça peut être voilà, de nouvelles façons de vivre, etc. Ne pas subir donc. Ne pas subir, réapprendre le vivre ensemble, refaire société d'une façon complètement différente, retrouver peut-être l'économie du don, retrouver tout un tas de choses. C'est-à-dire que face à cette déshumanisation qui n'est pas crédible, on ne peut que travailler vers une réhumanisation qui implique inévitablement un retour de la spiritualité, indépendamment des religions, parce qu'il faut bien faire la différence entre la spiritualité et les religions. Et je rappelle que ça fait très longtemps que je travaille pour démontrer que c'est la science qui nous invite à considérer sérieusement l'existence de l'âme. Pour terminer, vraiment, je cite Lucie qui vous interviewe dans l'ouvrage et qui dit: Nous sommes chanceux de vivre cette période-là. On peut la vivre dans un état de calme, de sérénité, de bonheur, de gratitude aussi. C'est bien mieux que d'être mutuellement choqués par un grand bouleversement. Bien sûr, et puis de toute façon, la traversée de l'abîme implique une remontée de l'abîme. Donc nous allons, après avoir traversé des choses absolument effrayantes, ce qu'on appelle l'apocalypse, qui est la révélation de choses absolument effrayantes, nous allons remonter. Et là, ça va être la révélation de choses absolument merveilleuses. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui me rend optimiste, parce que je vois bien tous les signes du fait que toutes ces choses vont sortir et ça va être fantastique. Merci beaucoup Philippe Guillemot d'avoir répondu très rapidement à cette interview. On fera quelque chose de plus long, mais c'est déjà une belle mise en bouche et c'est passionnant et je suis sûr que ça donnera l'envie de lire votre ouvrage à beaucoup de personnes et on lâche rien comme on dit. On lâche rien. Merci à vous, merci à toi.